Un vétéran noir de la marine a été accusé à tort, jusqu'à ce qu'un général prenne sa défense. Martin ouvrit les portes vitrées du magasin de voitures. Dès qu'il entra, il sentit la forte odeur de cuir neuf et de produits de nettoyage automobile qui régnait dans le lieu. L'endroit était incroyable. C'était un magasin grand et moderne. Le sol était fait de marbre brillant qui reflétait les éclairages spéciaux. Ces lumières étaient disposées d'une manière qui donnait à l'environnement un aspect cinématographique. Plusieurs voitures de course étaient organisées comme des pierres précieuses. Chaque voiture était placée de façon à montrer ses belles formes, ses couleurs vives et ses détails intéressants. La Dodge Challenger rouge était exactement à l'endroit où Martin pensait qu'elle serait. Elle était bien en face, près du centre du magasin de voitures. La lumière frappait la carrosserie de la voiture de manière presque idéale. Cela faisait que la peinture rouge semblait pleine de vie. On aurait dit que la voiture était animée et attendait quelque chose. Martin sentit son cœur battre plus vite en voyant à nouveau la personne. La personne n'avait rien perdu de son charme depuis les visites précédentes. La voiture semblait encore plus belle maintenant que Martin savait qu'il avait déjà l'argent pour l'acheter. Il marcha lentement dans la salle d'exposition. Il vit d'autres clients être aidés avec soin et gentillesse par des vendeurs bien habillés. Les vendeurs parlaient des composants des produits, montrèrent les détails et proposait des essais routiers. L'endroit avait beaucoup de mouvements, mais était organisé. C'était un espace de travail sérieux, mais qui faisait que les gens se sentaient bien. Martin remarqua que les vendeurs souriaient vraiment aux clients. Il vit qu'ils faisaient des gestes animés en parlant des qualités des voitures. Ils semblaient vraiment intéressés à aider chaque personne à trouver la voiture idéale. Martin resta près de la Challenger et attendit d'être remarqué. Il gardait la colonne droite à cause de nombreuses années de discipline militaire. Ses yeux brillaient avec le désir de quelqu'un qui est sur le point de réaliser un rêve longtemps désiré. Il examina chaque partie de la voiture, les roues sportives qui aidaient à avoir une bonne adhérence et performance, le capot qui était un peu courbé et montrait la force du moteur qui se trouvait dessous, les phares qui avaient un aspect fort et donnaient à la voiture un air presque féroce. 5 minutes passèrent. Martin vit un vendeur finir de parler avec un autre client près d'une Camaro jaune, mais l'homme alla simplement derrière le comptoir et ne regarda pas Martin. Un autre vendeur passa en marchant tout près, portant une mallette avec des documents, mais lui non plus ne montra aucun intérêt à parler aux clients qui étaient clairement intéressés par la Challenger. Martin commença à avoir une légère préoccupation. Il sentit que quelque chose d'étrange se passait et n'était pas normal. Lors des visites qu'il avait faites auparavant, quand il ne faisait que regarder et prendre des notes, les vendeurs avaient été polis, mais pas très enthousiastes. Maintenant, quand il était très proche comme un acheteur qui veut acheter, il semblait qu'il avait disparu. 10 minutes, 15 minutes. Martin marchait autour de la Challenger. Il touchait de temps en temps l'extérieur, ouvrait les portes pour regarder à l'intérieur et montrait qu'il pensait beaucoup à acheter la voiture. D'autres clients arrivaient et étaient immédiatement servis par des vendeurs serviables. Martin vit un jeune couple être accueilli avec des sourires amicaux. Ils reçurent des offres rapides de café pendant qu'ils parlaient des modalités de paiement pour une Mustang bleue. L'idée commença à surgir lentement dans la tête de Martin, comme un nuage sombre apparaissant dans un ciel auparavant clair. Il regarda autour du magasin avec une attention nouvelle. Il vit les autres clients et remarqua quelque chose qu'il aurait dû noter avant. Tous, sans exception, étaient blancs. Les jeunes familles, les hommes et femmes d'âge moyen qui travaillent, les couples âgés qui regardaient les voitures de sport. Aucun d'eux n'avait la même couleur de peau. Martin sentit une sensation étrange et désagréable grandir dans son estomac. C'était une sensation qu'il connaissait très bien, même s'il souhaitait ne plus jamais avoir à la vivre. C'était la compréhension triste que sa présence n'était pas désirée. Son apparence avait créé une barrière invisible qui le séparait du service que tout autre client recevrait sans problème. Martin pensa qu'il devait être plus clair. Il alla au comptoir principal. Là, 3 vendeurs conversaient tranquillement sur les ventes de la semaine passée. Ils le virent s'approcher, mais continuèrent à parler. Ils ne le regardèrent pas avec le même intérêt qu'ils avaient pour les autres clients. « Excusez-moi », dit Martin. Sa voix était claire et forte. Il avait l'autorité de quelqu'un qui avait déjà dirigé des troupes dans des moments difficiles. « Je veux la Challenger rouge qui est là-bas. Puis-je parler à un vendeur ?» Les 3 hommes se tournèrent pour le regarder. Martin perçut quelque chose dans leurs yeux qui le fit se sentir diminué. Ce n'était pas une hostilité claire, mais plutôt une analyse froide et réfléchie. Il semblait qu'ils essayaient de voir s'ils faisaient vraiment partie de cet endroit. Un homme plus âgé aux cheveux blancs pointa simplement vers un autre vendeur qui rangeait des papiers sur un bureau proche. « Thomas peut vous parler », dit-il sans enthousiasme. Aussitôt après, il retourna à l'attention de la conversation précédente, comme si Martin était une interruption ennuyeuse. Thomas Morrison était un homme d'environ 40 ans. Il avait des cheveux blonds bien coupés et un sourire qui semblait plus sérieux que véritable. Il marcha vers Martin lentement, comme s'il était obligé de faire quelque chose qu'il n'aimait pas. Ses yeux regardèrent Martin de haut en bas, sans essayer de le cacher. Il remarqua ses vêtements qui étaient simples, mais propres. Il vit aussi ses chaussures de sport, qui étaient bien entretenues
mais clairement bon marché. Sa posture semblait militaire et pourrait impressionner dans d'autres situations, mais ici cela n'avait pas d'importance. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Thomas, les bras croisés d'une manière qui montrait qu'il était sur la défensive et un peu en colère. Les mots frappèrent Martin comme un coup. Il ne dit pas « Puis-je vous aider ?» ou « En quoi puis-je vous aider ?» ni n'utilisa aucune des phrases communes qu'il avait entendu d'autres vendeurs dire aux clients. Juste « Qu'est-ce que vous voulez ici ?» comme si Martin était un visiteur indésirable, quelqu'un qui était arrivé au mauvais endroit et avait besoin d'aide pour partir. Martin aspira fort, essayant de rester calme. Des années d'entraînement de soldat lui avaient appris à contrôler ses émotions dans des moments difficiles. Il avait appris à rester calme, même quand quelqu'un le provoquait, mais il lui avait aussi appris à ne pas accepter le manque de respect. Surtout le manque de respect, qui vient du préjugé et de l'ignorance. « Je veux acheter une voiture », dit Martin. Il parla calmement, mais laissa un peu de son autorité transparaître. « Cette Challenger rouge. J'attends d'être servi depuis 20 minutes. » Thomas éclata d'un rire qui n'avait aucun signe d'humour véritable. C'était le type de rire que Martin avait déjà entendu avant. C'était un rire qui faisait que les gens se sentaient anormal. Il était arrogant et blessait les autres. C'était le son de quelqu'un qui se croyait supérieur et voulait s'assurer que l'autre personne le remarquait. « Mon pote, vous n'avez pas l'argent même pour acheter le pneu de cette voiture, » dit Thomas, avec mépris dans la voix. « Arrêtez de me faire perdre mon temps et partez d'ici. Cet endroit n'est pas pour des gens comme vous. » Le monde sembla s'arrêter un instant autour de Martin. Les mots restèrent dans sa tête comme un glas. Ils apportèrent le poids de nombreuses années de lutte contre le préjugé. C'étaient des batailles qu'il avait gagnées et perdues en cherchant le respect et l'honneur. Voici un homme qui avait travaillé pour son pays avec honneur. Il avait risqué sa vie dans des missions que Thomas ne pouvait même pas imaginer. Il avait économisé chaque centime pendant de nombreuses années pour arriver jusqu'ici. Mais malgré tout, il avait été très maltraité juste à cause de la couleur de sa peau. Thomas était au sol, confus, une main sur le visage où le coup de poing de Martin l'avait atteint. Ses yeux étaient grands de surprise et de tristesse, comme s'il n'avait jamais pensé que ces paroles blessantes pourraient causer une vraie douleur. Martin était debout au-dessus de lui. Il était encore très en colère, les poings serrés et respirant difficilement. Pendant un instant, le général expérimenté regarda ses propres mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait laissé des années d'entraînement militaire se défaire en un moment de colère incontrôlée. Le gérant de la concession, un homme fort d'âge moyen, appelé Richard Steinberg, fut le premier à réagir. Il courut vers le téléphone qui était derrière le comptoir. Ses mains tremblaient pendant qu'il composait un numéro que tous là connaissaient par cœur. Sa voix était haute et nerveuse quand il commença à dire « Police, j'ai besoin de la police ici maintenant. Il y a eu une bagarre au magasin Morrison Sports Car sur Main Street. Un homme vient d'agresser un de mes employés. » Martin entendit les mots. Il sentit un froid de satisfaction passer dans son corps. Il savait qu'il avait fait une grosse erreur. Il avait laissé l'humiliation et la colère contrôler ce qu'il faisait. Cela allait contre tout ce qu'il avait appris dans sa carrière dans l'armée. Mais en même temps, une partie de lui, une partie qui était blessée, ne pouvait pas se sentir totalement repenti. Il avait supporté des offenses similaires trop longtemps. Il avait accepté d'être traité injustement en silence. Il avait réussi à maintenir sa dignité avec patience et contrôle émotionnel. Les mots de Thomas avaient touché quelque chose d'important dans son âme. C'était quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré ou caché. Les autres clients commencèrent à s'éloigner lentement. Ils formèrent un cercle plus large autour de Martin et Thomas. Leurs réactions changeaient entre peur, curiosité étrange et désapprobation évidente. Martin pouvait entendre des fragments de conversation. Il entendait des choses comme « appeler une ambulance »,« quel homme agressif » et « j'ai toujours su que quelque chose comme ça arriverait ». Chaque commentaire semblait un petit couteau, confirmant ses peurs sur comment les gens le voyaient et le jugeaient. Thomas réussit à se lever. Il s'appuya fortement sur une Corvette bleue qui était proche. Sa voix était éraillée et pleine de colère quand il cria « Vous avez vu ça? Vous avez tous regardé? Il m'a attaqué sans prévenir. Je ne faisais que mon travail. » Il s'adressait tant aux autres employés qu'aux clients. Il semblait qu'il voulait raconter une histoire qui le montrait comme une victime sans faute d'une attaque qui n'avait pas de motif. Martin perçut que ces mots étaient une injustice. Il le sentit comme s'il s'agissait d'un autre coup. Sans prévenir, il répéta, sa voix pleine de colère. « Vous m'avez fait honte et m'avez très maltraité. Ce n'est pas arrivé sans motif. C'était après que vous m'ayez traité avec un total manque de respect. » Mais même en parlant, Martin savait que ces mots semblaient de faibles excuses pour expliquer la violence. Il avait perdu le contrôle. Maintenant,
maintenant, il devait faire face aux conséquences de cela. Les sirènes commencèrent à résonner au loin. C'était un bruit qui approchait rapidement et qui serra l'estomac de Martin d'anxiété. Il avait entendu des sirènes de police de nombreuses fois dans sa vie, mais jamais elles n'étaient pour lui. Jamais elles n'étaient venues après lui comme s'il était l'auteur d'un crime. Il commença à bien comprendre sa situation. Il avait frappé un homme dans la rue, devant d'autres personnes, et maintenant, il allait être arrêté comme n'importe quel criminel. 2 voitures de police arrivèrent presque en même temps. Leurs lumières rouges et bleues faisaient un spectacle qui attira encore plus l'attention sur l'endroit. Martin vit par les grandes fenêtres vitrées du magasin de voitures pendant que 4 policiers descendaient de leur voiture et se dirigeaient vers l'entrée. Leur mouvement était bien exécuté et organisé. Cela montrait qu'ils avaient déjà fait des choses similaires de nombreuses fois auparavant. Les policiers qui arrivèrent au magasin de voitures étaient Harris Thompson et Robert Chen. Harris était un policier expérimenté. Il avait environ 40 ans, des cheveux sombres et une manière de se comporter qui montrait qu'il avait passé de nombreuses années à faire face à des situations compliquées. Son visage était sérieux et professionnel, mais Martin perçut quelque chose dans ses yeux. C'était une analyse rapide et automatique. Cette analyse semblait arriver à des conclusions avant d'entendre toute explication. Robert était plus jeune, peut-être dans la vingtaine. Il avait des traits asiatiques et une énergie inquiète qui montrait qu'il essayait encore de s'affirmer. Harris fut le premier à parler. Sa voix avait le pouvoir de quelqu'un qui est habitué à être obéi immédiatement. « Qu'est-ce qu'on a ici ?» il demanda, même avec les yeux déjà sur Martin. Il le voyait clairement comme l'agresseur possible, à cause de sa position et des expressions des autres personnes autour. Thomas alla vers les policiers et pointa avec émotion vers Martin. « Cet homme m'a agressé sans que j'aie rien fait. Je ne faisais que mon travail et j'essayais d'aider les clients. Puis il est devenu très nerveux et m'a frappé. » La manière dont il racontait les événements avait une certitude que Martin trouva à la fois incroyable et révoltante. Martin sentit une urgence grande de présenter sa propre version de ce qui s'était passé. Il voulait expliquer la séquence de choses qui avait mené à ce moment. « Ce n'est pas correct, dit-il, avançant un peu. J'ai essayé d'acheter une voiture et cet homme m'a fait me sentir mal. Il m'a traité avec beaucoup de manque de respect à cause de ma couleur de peau. Il a dit que je n'avais pas l'argent même pour un pneu. Puis, il m'a renvoyé comme si j'étais un mendiant. » Mais Martin se rendit compte immédiatement que ces mots ne causaient pas l'effet qu'il voulait. Les yeux d'Harris montrèrent le doute, comme s'il écoutait une histoire qu'il avait déjà entendue de nombreuses fois. C'était l'excuse commune de ceux qui essaient d'expliquer un comportement agressif. Robert écrivait tout dans un petit carnet, mais sa façon de bouger montrait qu'il avait déjà choisi quelle version de l'histoire semblait la plus correcte. Harris marcha vers Martin de manière calme et prudente. Sa main était appuyée à l'endroit où il gardait son arme. « Monsieur, j'ai besoin que vous gardiez vos mains en vue et que vous restiez calme. Nous allons éclaircir cette situation. Mais d'abord, j'ai besoin d'être sûr que tout le monde ici est en sécurité. » Ces mots étaient polis, mais la façon dont il parlait avait une menace que Martin perçut. Martin sentit de nombreuses émotions différentes en lui. Il fut frustré par l'injustice qui s'était produite. Il ressentit de la colère d'être vu comme le coupable, même après avoir été maltraité. En plus, il ressentit une peur croissante sur ce qui allait se passer dans cette situation. Il avait passé sa vie à aider la loi et l'ordre. Maintenant, il était de l'autre côté et était vu comme un danger qui devait être arrêté. Martin fut triste quand il vit que les policiers avaient déjà décidé ce qu'ils pensaient de ce qui s'était passé. Ils avaient fait cela avant d'entendre tout ce qu'il avait à dire. C'était une sensation connue et triste. C'était la même qu'il avait ressentie de nombreuses fois dans sa vie. Il se rendit compte que sa parole n'avait pas beaucoup de valeur. Sa version de la vérité était toujours mise en doute. Il était considéré coupable jusqu'à ce qu'il puisse prouver le contraire. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il n'était pas seulement Martin Rodriguez, un homme noir essayant de vivre dans un système plein de préjugés. Il s'appelait Général Martin Rodriguez. C'était un homme qui avait passé 20 ans de sa vie à aider le pays. Maintenant, il était traité comme un criminel ordinaire. La frustration qui s'était accumulée pendant de nombreuses années surgit dans une révélation que Martin pensait qu'elle changerait totalement la façon dont les choses étaient. « Je suis un général de l'armée des États-Unis », cria-t-il. Sa voix remplit la salle d'exposition avec la force d'une personne qui est habituée à donner des ordres dans des moments d'urgence. « J'ai le droit d'être traité avec respect. J'ai passé ma vie à aider ce pays. » Ces mots portèrent l'expérience de 20 ans dans l'armée. Il avait mené des missions risquées avec succès. Sa trajectoire avait été faite avec discipline, respect et dévouement personnel. Mais la réaction que Martin voulait, surprise, respect et un changement rapide d'opinion sur la situation, ne se produisit pas. Harris éclata d'un rire sec et froid qui semblait couper l'air. « Je suis le président des États-Unis
États-Unis, répondit-il avec mépris. Sa voix avait du sarcasme, et cela fit rire plusieurs personnes dans la salle d'exposition de manière nerveuse. Levez les mains maintenant, avant que la situation ne devienne pire pour vous. Le monde sembla s'effondrer autour de Martin à cet instant. Voilà un homme qui avait risqué sa vie pour défendre les valeurs des États-Unis dans des endroits que ses policiers n'arriveraient même pas à trouver sur une carte. Il était ridiculisé, et on ne le croyait pas de manière très humiliante. Robert, le plus jeune policier, bougea la tête avec un regard de sympathie qui n'était pas véritable. « Mon pote, vous croyez vraiment qu'on va gober cette histoire? Un général de l'armée est un officier de haut rang. Il est responsable de commander des troupes et de prendre des décisions importantes en situation de conflit. Le général doit avoir beaucoup d'expérience et de connaissances sur les stratégies de guerre et le leadership. Il s'occupe de l'organisation et de la planification des opérations militaires. Quelle blague! Vous n'êtes qu'un autre voyou qui essaie de nous duper avec des histoires bidons. » L'injustice était très lourde et faisait mal. Martin était resté calme pendant de nombreuses années, même en affrontant de petites offenses, des commentaires qui blessaient et un traitement différent. Il avait gardé sa colère dans des moments où il savait que réagir ne ferait que prouver de mauvaises idées sur lui. Cependant, être moqué pour son travail dans l'armée et voir ses années de service patriotique ridiculisées par des hommes qui n'avaient probablement jamais passé un jour de vrai danger dans leur vie était très difficile à supporter. Une force ancienne et incontrôlable s'empara de Martin. Tout l'enseignement militaire, tout l'entraînement pour contrôler les émotions et toutes les années d'apprentissage pour rester calme dans des situations difficiles, tout cela disparut en un moment de colère forte et destructrice. Il se dirigea vers Harris avec toute la force et l'habileté qu'il avait apprise pendant ses années d'entraînement au combat. Il donna un coup de poing avec la précision de quelqu'un qui savait exactement où et comment frapper pour faire le plus d'effet. La main de Martin frappa le visage d'Harris et fit un bruit qui s'entendit dans tout le showroom comme un coup de feu. Le policier expérimenté n'avait jamais rencontré un piège tendu avec l'habileté d'un soldat d'élite. Ses yeux se révulsèrent et il tomba sur le sol de marbre comme une poupée de chiffon, totalement inconscient. L'arme était encore à sa place et ses mains bougeaient involontairement pendant que son cerveau gérait la douleur de l'impact. Robert réagit rapidement, comme quelqu'un qui est habitué aux situations d'urgence. Cependant, son entraînement de policier civil ne l'avait pas préparé à lutter contre quelqu'un d'aussi habile au combat que Martin. « Reculez maintenant, ou je tire !» cria-t-il, sortant son arme avec des mains légèrement tremblantes. Ses yeux étaient grands ouverts de surprise. Il avait vu Harris, un vétéran respecté, être mis KO d'un seul coup par un homme que, quelques instants avant, il considérait comme un voyou ordinaire et sans danger. Martin ne pensait plus clairement. Il était sans peur et ne se souciait pas de ce qui pourrait arriver à cause de ce qu'il faisait. 20 ans de règles militaires se transformèrent en 20 ans de colère accumulée. Maintenant, toute cette énergie négative sortait d'un coup. Il se dirigea vers Robert avec la même force et concentration qu'il avait utilisée contre Harris. Ses mains bougeaient rapidement et avec soin, comme quelqu'un qui avait appris à éliminer les dangers de manière rapide et efficace. Robert, voyant qu'il allait être dominé comme son partenaire, fit la seule chose qu'il avait appris à faire quand il était en danger de mort. Il dégaina son arme. Le bruit de l'arme se répandit dans le showroom comme un tonnerre. Ce fut un son très fort qui fit que toutes les personnes se jetèrent au sol par instinct. Il tira sans bien réfléchir. Ce fut un acte urgent pour essayer d'arrêter Martin avant qu'il ne donne un autre coup très fort. La balle ne toucha pas Martin. Au lieu de cela, elle eut une trajectoire difficile et ironique. Elle toucha une femme innocente. Cette femme regardait tout se passer depuis un endroit qu'elle pensait sûr. Margaret Collins, une enseignante retraitée de 58 ans, était venue au magasin de voitures avec son mari pour regarder des cabriolets. Elle était près d'une Mustang blanche quand une balle perdue l'atteignit. Elle tomba subitement. Ses yeux se fermèrent pour toujours. Elle devint une personne innocente qui souffrit à cause d'une situation qui avait dégénéré. Le silence qui suivit le coup de feu était différent de tout autre son que Martin avait jamais entendu. C'était le silence d'un moment tragique, de quelque chose qui ne pouvait pas être changé, de comprendre soudain que quelque chose de très grave et d'irréversible venait de se produire. Robert regarda avec effroi l'arme qui était dans ses mains. Puis, il regarda la femme qui était tombée. Enfin, il regarda de nouveau Martin. Il semblait que son esprit n'arrivait pas à comprendre tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment effrayant. Martin s'arrêta immédiatement. Il devint moins en colère dès qu'il vit la femme au sol. Toute sa rage et toute son indignation se transformèrent en une grande frayeur en réalisant que sa quête de justice avait causé la mort d'une personne innocente. Il n'avait pas tiré. Il n'avait jamais tenu d'arme pendant toute la bagarre. Mais il savait que sa violence avait causé la situation qui avait résulté en cette tragédie. Robert cria dans la radio pour demander de l'aide.
Sa voix était haute et pleine de désespoir. Coup de feu tiré, policier mis hors de combat, civil touché, j'ai besoin d'une ambulance et d'aide d'urgence maintenant. Ses mains tremblaient pendant qu'il tenait l'arme dirigée vers Martin. Maintenant, ses yeux étaient pleins de larmes de surprise et de peur pour ce qui venait de se passer. Martin leva les mains, lentement. Il sentit tout le combat sortir de son corps d'un coup. Il vit Harris étendu au sol sans savoir où il était. Il regarda la femme qui ne se réveillerait jamais. Il vit Robert essayant de rester calme. Alors il réalisa à quel point sa quête de respect était devenue une tragédie qui allait affecter de nombreuses vies pour toujours. L'injustice qu'il avait subie semblait petite maintenant, comparée à l'injustice qu'il avait causée. Martin savait que sa vie, telle qu'il la connaissait, s'était terminée dans ce moment de violence incontrôlée. Le son des sirènes remplit l'air de l'après-midi comme un chant funèbre. Cela annonçait la fin d'une époque dans la vie de Martin Rodriguez. Une après l'autre, les voitures de police arrivaient au magasin de voitures. Les lumières rouges et bleues formaient un spectacle qui attirait l'attention des gens dans les rues proches. Martin fut maîtrisé avec beaucoup de force par les renforts qui arrivaient. C'étaient 5 policiers qui le jetèrent au sol avec une force exagérée. Ils appuyèrent de son visage contre le sol de pierre froide et mirent les menottes avec tant de force qu'elles blessèrent ses poignets. Il n'y eut pas de bonté, pas de ménagement parce qu'il s'était rendu pacifiquement après la tragédie. Pour eux, Martin n'était qu'un voyou agressif qui avait agressé un policier et était lié à la mort d'une femme qui n'avait rien fait de mal. Le voyage jusqu'au commissariat fut une expérience de manque de respect que Martin n'avait jamais pensé pouvoir vivre. Il fut placé sur le siège arrière de la voiture de police comme s'il était un sac poubelle. Ses jambes étaient pliées d'une manière inconfortable. Les menottes blessaient sa peau chaque fois que la voiture bougeait. Les 2 policiers qui étaient à l'avant parlaient de lui comme s'il n'était pas une personne. Ils disaient des choses comme « Encore un fou qui n'arrive pas à se contrôler. Ces types trouvent toujours des excuses. Je parie qu'il a un long historique de problèmes avec la loi. » Chaque mot blessait l'honneur d'un homme qui avait passé toute sa vie adulte dans l'armée. Il protégeait les valeurs et la sécurité du pays. Maintenant, le pays le traitait comme s'il ne valait rien. Le commissariat était un bâtiment sombre et effrayant. Les murs de béton semblaient enlever tout espoir aux personnes qui y entraient. Martin fut traîné dans des couloirs sombres. Il passa devant des cellules où d'autres prisonniers le regardaient avec intérêt et faisaient des commentaires méchants. L'odeur de l'endroit était un mélange très fort de désinfectants, de sueur humaine et de désespoir qui s'était accumulé pendant de nombreuses années. Quand il fut placé dans sa propre cellule, un endroit petit et étroit avec un lit de béton, des toilettes en métal et des murs couverts de graffitis laids, Martin sentit le poids lourd de sa nouvelle vie. La cellule montrait tout ce qui avait mal tourné dans sa vie ce jour maudit. Les murs avaient des traces de messages que des prisonniers précédents avaient laissés. Ils écrivaient qu'ils étaient innocents, faisaient des menaces de vengeance et racontaient leur désespoir. Martin en lut quelques-uns pendant qu'il essayait de comprendre comment il était arrivé là. Le système est malhonnête, était écrit en lettres différentes près de son lit. Personne ne se soucie de la vérité, disait un autre message écrit près de la petite fenêtre avec des barreaux. Chaque mot reflétait ses propres sentiments. Il semblait que de nombreuses personnes qui avaient souffert d'injustice avaient laissé leur voix marquée sur ces murs froids. L'interrogatoire commença de nombreuses heures plus tard. Martin ne savait plus combien de temps s'était écoulé. Il fut emmené dans une salle propre. Il y avait une table en métal, 2 chaises qui n'étaient pas confortables et une lampe qui clignotait de manière agaçante. Le détective Martinez était un homme d'environ 50 ans. Il avait des cheveux grisonnants et des yeux qui semblaient fatigués. Ses yeux avaient déjà vu beaucoup de choses pendant son travail. Aujourd'hui, il entra dans la salle avec un gros dossier plein de documents. Sa manière d'agir semblait être celle de quelqu'un qui avait déjà mené de nombreux interrogatoires identiques. Il avait déjà décidé ce qu'il pensait avant même d'entendre le premier mot du suspect. Harris Thompson arriva à l'hôpital conscient. Il avait une commotion cérébrale grave. Cela lui causerait des maux de tête pendant plusieurs semaines. Il retourna au commissariat quelques heures plus tard avec un pansement sur le front. Il était très en colère et voulait se venger. Quand il entra dans la salle d'interrogatoire avec Robert Chen, ses yeux montraient une colère calme et réfléchie. Il semblait vouloir faire quelque chose de très sérieux à Martin. Robert semblait encore très triste par la mort de la femme qui n'était pas coupable. Ses mains tremblaient un peu pendant qu'il regardait ses notes sur ce qui s'était passé. La version officielle des événements fut construite avec beaucoup de soin, comme dans une mission militaire. Chaque détail fut planifié pour montrer Martin comme un criminel dangereux et qui n'avait pas de contrôle. Harris parla en premier. Sa voix était calme, mais pleine de colère juste. Cet homme est arrivé au magasin de voitures et a commencé à causer des problèmes dès le début. Quand nous sommes arrivés pour répondre à un appel de bagarre, il était visiblement très nerveux et en colère. Nous avons essayé de le calmer en utilisant des méthodes ordinaires, mais il n'a pas voulu coopérer et a commencé à agir avec violence sans que personne ne le provoque. Robert ajouta au récit des informations qui semblaient très bien préparées. L'homme qui est suspect a dit qu'il
qu'il était une sorte d'officier de l'armée. C'était clairement un mensonge qu'il a inventé pour essayer d'échapper aux conséquences de ses actions. Quand nous avons essayé de l'arrêter de manière calme, il a attaqué le détective Harris avec beaucoup de force et l'a mis KO. J'ai dû utiliser mon arme pour me défendre quand il est venu vers moi de la même manière. Malheureusement, dans la confusion, une personne innocente a été touchée et est morte. Martin écouta cette histoire avec peur et colère. Il était sur le point de perdre son calme de nouveau. Chaque mot n'était pas vrai. Chaque détail était un changement planifié pour protéger les policiers. Ainsi, il devenait la seule personne responsable de la tragédie. C'est un mensonge total. Martin devint très en colère. Il frappa ses mains menottées sur la table en métal. J'ai juste essayé d'acheter une voiture. J'ai été maltraité, manqué de respect et traité de manière très mauvaise à cause de ma couleur de peau. Vous n'avez même pas essayé d'écouter ce que j'ai à dire avant de me juger. Mais ces paroles ne furent pas entendues. Martinez le regarda de manière ennuyée. Il semblait qu'il entendait la même histoire ennuyeuse qu'il avait déjà entendue de nombreux criminels pendant son travail. Monsieur Rodriguez, je sais que vous voulez faire une défense en disant qu'il y a eu discrimination raciale, mais les faits sont évidents. Vous avez frappé un employé d'un magasin, agressé 2 policiers et êtes directement lié à la mort de Margaret Collins. C'était une femme innocente de 58 ans qui essayait seulement d'acheter une voiture avec son mari. Ce fut à ce moment que Martin montra qui il était vraiment. Il sortit son portefeuille de sa poche et montra son identité militaire. Je suis le général Martin Rodriguez de l'armée des États-Unis. Regardez mes documents et vérifiez qui je suis. J'ai passé 20 ans de ma vie à aider ce pays avec honneur. Sa voix montrait le désespoir d'un homme qui savait que sa crédibilité était la seule chance d'obtenir justice. La nouvelle fit que la salle resta silencieuse et tout le monde resta sans parler. Martinez prit l'identité et la regarda attentivement. Ses yeux s'ouvrirent un peu quand il vit que le document était authentique. Harris et Robert se regardèrent avec nervosité. Ils avaient fait des blagues sur un vrai général. Ils avaient traité un officier important comme s'il était un criminel ordinaire. L'atmosphère de la salle changea un peu, mais pas comme Martin pensait que cela allait être. Martinez quitta la salle pour passer quelques appels. Il vérifia l'identité militaire de Martin par le biais de sources officielles. Quand il revint 20 minutes plus tard, son visage était sérieux et préoccupé. « Alors, monsieur, votre identité militaire a été vérifiée, » dit-il lentement. « Cela rend certainement la situation plus compliquée. Un général de l'armée qui s'implique dans une affaire comme celle-ci attire beaucoup l'attention de la presse et des autorités militaires. » Harris se pencha en avant. Sa voix était basse, mais ferme. « Détective Martinez, avec tout le respect, peu importe quel est son grade. Un crime est un acte qui est considéré comme mal et qui peut être puni par la loi. Il m'a frappé, a agressé un policier qui faisait son travail et une femme qui n'a rien fait est morte. Être général ne permet pas de faire des choses violentes contre des personnes ordinaires et des autorités. » Martinez demanda à Harris et Robert de l'accompagner pour une conversation dans le couloir. Ainsi, il laissa Martin seul dans la salle d'interrogatoire. Il resta là pendant de nombreuses minutes, qui semblaient des heures. Martin pouvait entendre leur voix très basse de l'autre côté de la porte. Ils discutaient clairement de ce qui pourrait arriver politiquement et légalement s'ils arrêtaient un général de l'armée. Quand ils revinrent, Martinez semblait avoir fait un choix difficile. « Général Rodriguez, » dit Martinez avec une voix formelle et forte, « indépendamment de votre position dans l'armée, les preuves contre vous sont très fortes. Vous resterez en détention jusqu'à votre audience de caution. Je suggère fortement que vous parliez à un avocat maintenant. » La décision était prise. Martin serait traité comme n'importe quel autre voyou. Son temps dans l'armée devint quelque chose de moins important dans une affaire qui était déjà en train d'être montée contre lui de manière très soigneuse. Le tribunal ressemblait à un grand théâtre fait pour une histoire tragique. Il avait de très grandes colonnes de marbre et des bancs en bois sombre. Ces bancs avaient déjà vu de nombreuses histoires de personnes au fil des années. Martin Rodriguez entra dans la salle avec les mains attachées. Il portait un costume bleu marine que son avocat avait apporté pour lui. Ce costume était pour remplacer l'uniforme orange de la prison. C'était une tentative difficile de ramener un peu de dignité à un homme qui avait perdu beaucoup de son humanité dans les semaines passées. David Walsh, son avocat, était un homme bon à la fin de la cinquantaine. Il avait des cheveux blancs et une bonne réputation. Cette réputation venait de 30 ans de lutte pour des cas difficiles. Ses yeux, qui étaient bleus, montraient qu'il était déterminé dans son travail. Il montrait aussi qu'il se souciait vraiment de l'avenir de son client. La salle était pleine, plus que d'habitude. Les journalistes s'assirent dans les premiers bancs. Les gens de la ville remplirent tous les autres endroits. Il y avait une tension dans l'air, ressemblant à de l'électricité. La nouvelle s'était répandue rapidement dans les journaux locaux
locaux et nationaux. Le titre disait « Général de l'armée accusé d'agression et d'homicide involontaire ». Cela avait généré beaucoup d'intérêt de la part des gens. Le procès était devenu un grand événement qui parlait de beaucoup plus que les lois qui étaient discutées. Martin sentait que tout le monde le regardait. Certains regards étaient curieux, mais d'autres étaient clairement de colère. Il semblait que chaque personne dans la salle avait déjà décidé s'il était coupable ou innocent, juste parce qu'ils avaient lu dans les journaux. David Walsh avait passé des semaines à bien préparer la défense de Martin. Il avait parlé aux témoins et analysé tout ce qui s'était passé dans la concession. Il avait monté un dossier qui montrait les actions de son client dans une situation plus large de discrimination raciale et de traitement injuste. Sa stratégie était difficile et dangereuse. Il devait admettre que Martin avait fait des erreurs. En même temps, il défendait que ces erreurs s'étaient produites à cause des provocations continues et du manque de respect que Martin avait subi. C'était une différence petite entre assumer la responsabilité et raconter les raisons qui avaient mené à ce moment triste. Quand ce fut le moment pour Martin de parler, il se leva lentement. Il sentit le poids des menottes qui avaient été enlevées seulement pour le procès. Sa voix était ferme, mais pleine de sentiments quand il commença à parler. Il s'adressa non seulement aux juges et au jury, mais aussi aux reporters et au public qui allaient enregistrer ses paroles pour l'histoire. « J'accepte totalement que j'ai fait de grosses erreurs ce jour-là, » dit Martin. Ses paroles se répandant dans la salle calme. « Je n'aurais pas dû frapper Thomas Morrison. Je n'aurais pas dû perdre le contrôle et frapper le détective Harris. J'ai fait des choses mal et j'accepte toute la responsabilité pour cela. » Mais Martin ne s'arrêta pas là. Sa voix devint plus ferme et pleine de confiance pendant qu'il disait « Mais je veux que tous comprennent ce qui est derrière ces actions. Je ne suis pas allé à ce magasin de voitures comme un voyou ou une personne qui cause des problèmes. J'y suis allé comme un client ordinaire. J'étais un général de l'armée américaine qui avait économisé de l'argent pendant de nombreuses années. Mon rêve simple était d'acheter une voiture de sport. J'ai été offensé, méprisé et très maltraité seulement à cause de la couleur de ma peau. Thomas Morrison a dit que je n'avais pas l'argent même pour acheter un pneu de cette voiture. Il m'a renvoyé comme si j'étais une personne demandant de l'aide et dérangeant les vrais clients. » L'émotion dans la voix de Martin était vraie et forte. Cependant, il se rendit compte que les expressions du jury montraient que ses paroles étaient comprises avec des préjugés et des idées qu'il ne pouvait pas changer. Certaines personnes semblaient comprendre ce qui lui était arrivé. Elles hochaient la tête pour montrer qu'elles étaient d'accord que c'était une injustice. D'autres personnes avaient des visages de doute, comme si elles entendaient une excuse bien faite de quelqu'un qui voulait se débarrasser des conséquences d'actes criminels. Harris Thompson donna son témoignage avec Nathanie, sa femme, et Sophia, sa fille de 12 ans, assise devant. Sa présence à cet endroit fut planifiée pour faire que le jury le voie comme une personne ordinaire. Il n'était pas seulement un policier faisant son travail. Il était aussi un mari et père qui avait été attaqué de manière violente pendant qu'il essayait de maintenir l'ordre. Harris parla de manière ferme et calme sur ce qui s'était passé ce jour-là. Il décrivit Martin comme un homme violent et sans contrôle. Selon Harris, Martin avait attaqué sans motif et avait ensuite essayé de se débarrasser de la culpabilité en racontant des mensonges sur la discrimination raciale. Harris dit que cet homme est un danger pour les gens et il pointa directement vers Martin. Il a créé tout ce désordre dans le magasin de voitures. Il a agressé un employé qui n'était pas coupable. Quand la police est arrivée pour aider et s'occuper de la communauté, il nous a attaqués avec beaucoup d'agressivité. Une femme qui n'était pas coupable est morte à cause de ce qu'il a fait. Margaret Collins ne verra plus sa famille. Elle n'embrassera plus ses petits-enfants. Cela s'est passé parce que cet homme a pensé que ses sentiments étaient plus importants que la loi et l'ordre. Pendant une pause dans ce qu'Harris disait, Nathanie Thompson se leva soudain de sa place. Son visage montrait douleur et colère. Ses émotions venaient de semaines de traitement de son mari et du stress qui affectait toute la famille. Elle pointa le doigt vers Martin et cria avec beaucoup d'émotion. « Vous avez détruit notre famille. Mon mari a failli mourir à cause de vous. Ma fille fait des cauchemars toutes les nuits. Elle a peur que vous veniez après nous. Vous êtes un monstre qui ne mérite pas de compassion. » Ces paroles coupèrent le silence du tribunal comme des couteaux. Elles apportaient toute la douleur et la peur que sa famille avait ressentie depuis l'incident. Sophia commença à pleurer doucement à côté de sa mère. Ses épaules tremblaient pendant qu'elle se souvenait du jour où elle avait vu son père revenir de l'hôpital avec des blessures qui auraient pu être très graves. La scène était très choquante. Une famille blessée faisait face à l'homme qu'ils pensaient qui apportait leur tristesse. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Martin à ce moment. Toute la frustration qu'il avait gardée, toute l'injustice qu'il avait subie et toute la pression d'être vu comme le méchant quand en réalité il était victime de discrimination, tout cela se transforma
transforma en une rage qu'il ne put contrôler. Une fois de plus, Martin était accusé de tout. Les gens le blâmaient pour une séquence d'événements qu'il n'avait pas commencé. Ils le jugeaient, mais n'admettaient pas que l'injustice constante avait tout fait arriver. Martin se leva rapidement et renversa sa chaise. Il alla vers Nathanie avec toute la force de sa rage. Son poing frappa son visage avant que quiconque dans la salle puisse faire quelque chose. Elle tomba inconsciente entre les bancs de la galerie. Le bruit de l'impact résonna dans la salle du tribunal comme un coup de feu. Puis, les spectateurs crièrent de peur et de révolte. La confusion arriva d'un moment à l'autre. Harris, en voyant sa femme être attaquée devant lui, sauta la barrière qui séparait les gens qui assistaient. Il se jeta sur Martin avec beaucoup de colère. Les deux hommes tombèrent sur le sol du tribunal. Harris essayait de frapper Martin parce qu'il avait attaqué sa famille. Martin se défendait en utilisant ses compétences de combat qu'il avait apprises dans l'armée. David Walsh se rendit compte que la situation était hors de contrôle. Il donna un coup de pied à Harris dans les côtes pour l'éloigner de son client. Walsh cria aux gardes de sécurité d'aider. Le juge Anderson frappa son marteau plusieurs fois avec tant de force qu'il se cassa. Sa voix se détacha au milieu de la confusion. « Ordre! Calmez-vous dans ma cour! » Gardes de sécurité, occupez-vous de cette situation maintenant. Les gardes de sécurité vinrent de plusieurs endroits. Ils séparèrent les gens qui se battaient. Ils remirent les menottes à Martin. Ils regardèrent aussi comment allait Nathanie, qui commençait à revenir à elle lentement. Le juge Anderson, un homme de 60 ans connu pour être très rigoureux, regarda Martin avec un regard de dégoût total. « Monsieur Rodriguez, votre attitude aujourd'hui a été complètement mauvaise. Agresser la femme d'une personne qui est poursuivie dans le tribunal montre un total manque de respect pour la loi et les règles. Le procès a été reporté à demain. Vous resterez menotté jusqu'à la fin du processus. » Ces paroles avaient le poids d'une sentence qui était déjà définie, peu importe quelle serait la décision officielle du tribunal. La nuit avant le deuxième jour de procès fut une des plus longues et difficiles dans la vie de Martin Rodriguez. Il passa les heures sombres dans sa cellule. Pendant ce temps, il ressentit beaucoup de regrets et eut aussi des moments de colère. Il pensait que tout le système était injuste et était contre lui. Les murs froids de béton semblaient se resserrer autour de lui. Il semblait que la prison elle-même le voyait comme coupable, avant même que le juge ne dise quelle était la peine. Chaque bruit dans la prison pendant la nuit, comme le son des pas des gardiens, le bruit lointain d'autres détenus et le grincement des barreaux en métal, rappelaient toujours comment sa vie avait beaucoup changé en quelques semaines. Quand le matin arriva finalement, Martin fut ramené au tribunal avec une protection beaucoup plus grande que le jour précédent. Les événements de la session précédente avaient changé ce qui était déjà un sujet très connu, en un grand spectacle pour tout le pays. Des caméras de télévision étaient autour du bâtiment du tribunal. Les reporters posaient beaucoup de questions auxquels il ne pouvait pas répondre. Une grande quantité de gens se rassemblaient sur les trottoirs pour voir le général qui était très nerveux dans le tribunal. Martin se sentait comme un animal dans une vitrine. Chaque pas qu'il faisait était observé et étudié par des gens qui n'avaient jamais essayé de comprendre à quel point sa situation était compliquée. La salle du tribunal fut organisée pendant la nuit avec plus de précautions de sécurité. Plus de gardes étaient placés dans des endroits importants autour de la salle. Des barrières en métal furent placées pour mieux séparer les différentes parties. Martin et Harris durent rester avec les mains attachées pendant toute la session. C'était une humiliation qui rappelait à tous comment la violence du jour précédent avait beaucoup changé la façon dont le procès se déroulait. Le juge Anderson entra dans la salle avec un visage sérieux. Son expression montrait clairement comment il se sentait après les situations confuses qu'il avait vues. David Walsh se rendit compte que la situation de son client avait beaucoup empiré après l'attaque sur Nathanie Thompson. Toute la stratégie bien planifiée sur la discrimination raciale et les raisons qui pourraient diminuer la culpabilité fut détruite quand Martin perdit le contrôle et frappa une femme innocente dans le tribunal. Maintenant, Walsh se battait non seulement contre les accusations initiales, mais aussi contre l'idée que les gens avaient que son client était un homme violent et sans contrôle. Les gens pensaient qu'il était dangereux pour la société. Quand les sessions recommencèrent, le climat dans la salle était très différent du jour précédent. La sympathie que certains membres du jury avaient démontrée pour la situation de Martin avait complètement disparu, remplacé par un mélange de peur et de répugnance qui était visible dans leurs expressions faciales. Harris donna son témoignage final avec Nathanie à ses côtés. Elle avait un pansement sur le visage qui montrait la violence que Martin avait causée. Sa voix était calme, mais pleine d'une indignation juste qui se répandait dans la salle silencieuse. « Messieurs du jury, » dit Harris regardant chacun d'eux, « hier, vous avez vu de vos propres yeux quel type d'homme Martin Rodriguez est vraiment. Il n'a pas seulement attaqué un employé innocent et un policier qui travaillait. Quand il a été confronté
confronté à ce qu'il avait fait, il a aussi attaqué ma femme. Ma femme est une femme qui ne lui a jamais rien fait de mal. Elle essayait seulement de montrer la douleur que notre famille avait ressentie à cause de sa violence. Cet homme représente un risque pour nous tous. Martin écouta ces paroles en ressentant un mélange difficile de honte et de colère. Il sentit que ses émotions pourraient le dominer totalement. Il savait qu'Harris avait raison sur une chose. Il avait perdu le contrôle d'une manière sans excuse. Il avait attaqué une femme innocente quand il était très en colère. Mais, en même temps, Martin ressentait une grande frustration par la manière dont toute la situation était présentée. Il semblait qu'il était naturellement violent. Il semblait que sa colère était sans raison et n'avait pas de motif. Il semblait que la discrimination et l'humiliation qu'il avait subies n'importaient pas pour comprendre ce qu'il faisait. David Walsh essaya avec beaucoup d'efforts de sauver son client. Il se leva pour faire son dernier discours. Il parla avec beaucoup d'émotion, qui venait de nombreuses années de défense de cas difficiles. Messieurs du jury, je ne suis pas ici pour justifier ce que mon client a fait. Martin Rodriguez a fait des erreurs sérieuses et il le sait bien. Je vous demande de penser à la situation plus large. Ceci est un homme qui a travaillé pour son pays avec honneur pendant 20 ans. Il n'a jamais eu de problème avec la justice. Cependant, il a été constamment traité de manière irrespectueuse et humiliante seulement à cause de sa couleur de peau. Ce qu'il a fait était mal, mais cela ne s'est pas produit de nulle part. Ses actions ont été provoquées par une situation très difficile et par la discrimination. Mais Walsh pouvait remarquer dans les yeux du jury que ses paroles ne passaient pas les murs de préjugés et de peur que les événements des 2 derniers jours avaient causé. L'image de Martin attaquant Nathanie Thompson était restée marquée dans la tête des gens comme la vraie démonstration de qui il était. Cela fit qu'ils oublièrent les explications possibles ou les situations qui pourraient aider à mieux comprendre ce qui s'était passé. Le juge Anderson partit pour réfléchir à la décision. Il laissa Martin assis dans une salle à côté, avec David Walsh. Il regardait vers un avenir qui semblait très triste. Walsh essaya de préparer son client à ce qui allait arriver. Il expliqua que la possibilité d'avoir une peine légère était presque zéro après ce qui s'était passé le jour précédent. « Martin, dit Walsh calmement, vous devez vous préparer mentalement à la possibilité d'une peine bien dure. Le juge Anderson est célèbre pour être rigoureux. Après ce qui s'est passé hier, 2 heures plus tard, ils ramenèrent Martin à la salle du tribunal pour savoir ce qui allait lui arriver. Le juge Anderson revint avec un visage qui montrait clairement la rigidité de la décision qu'il allait annoncer. Sa voix résonna dans la salle silencieuse comme une décision importante qui définirait l'avenir de Martin pendant de nombreuses années. « Martin Rodriguez », commença le juge Anderson avec une voix forte, après avoir bien réfléchi à toutes les preuves présentées, aux conditions du crime et principalement à votre mauvais comportement ici au tribunal hier. Je vous condamne à 22 ans de prison. Vous êtes coupable d'homicide involontaire de Margaret Collins, d'avoir agressé Thomas Morrison et Harris Thompson et d'avoir manqué de respect à l'autorité. En plus, je vous impose une amende de $100 000 pour les préjudices que les victimes et leurs familles ont subis. Les mots frappèrent Martin comme s'ils étaient des coups de poing. Chaque syllabe signifiait des années de sa vie qu'il perdrait en prison. 22 ans. Il aurait 64 ans quand il sortirait de prison, s'il vivait tout ce temps. Toute sa vie de soldat, toutes ses victoires et tous ses rêves, tout cela devint poussière en quelques semaines. L'amende de $100 000 était très mauvaise. Cette somme était exactement ce qu'il avait économisé pendant des années pour acheter la Dodge Challenger. Cette voiture était le rêve simple qui avait commencé toute cette histoire triste. Martin regarda la salle du tribunal. Il vit Harris et Robert Chen sortir calmement. Ils ne reçurent aucune punition. Ils n'eurent aucune conséquence pour être responsables de la situation qui avait causé la mort de Margaret Collins. Ils retourneraient à leur vie ordinaire, avec leurs professions intactes et leurs familles unies. Pendant ce temps, Martin serait envoyé à l'endroit dur et froid où il vivrait pendant les 20 prochaines années. L'injustice était si grande et si intense que Martin sentit quelque chose d'important changer en lui. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un changement très grand en lui. C'était un sentiment accumulé qui commencerait à affecter tout. Cela allait influencer chaque pensée, chaque rêve et chaque moment éveillé dans les prochaines années. L'homme qui était entré dans ce tribunal croyait encore au système. Il avait l'espoir que la vérité et la justice gagneraient. L'homme qui retournait en prison était une personne différente. Il avait compris que la justice n'était pas réelle. Il avait aussi réalisé que ceux qui ont le pouvoir décident ce qui est la vérité. En plus, il pensait que la vengeance pourrait être la seule manière de rendre les choses justes, puisque le système avait toujours été injuste avec lui. La prison fédérale où Martin Rodriguez resta 365 jours difficiles était un endroit très différent de la vie qu'il connaissait depuis 42 ans. Les murs de béton semblaient
non seulement prendre la lumière, mais aussi enlever l'espoir de toute personne qui voulait rêver de liberté. Martin se réveillait tous les matins à 5 heures avec le bruit fort de sirènes et de portes qui s'ouvraient. Cela rappelait toujours que sa vie se résumait à des numéros. Il avait un numéro de prisonnier, un numéro de cellule et un numéro d'année qui restait pour accomplir sa peine. Pendant ces mois difficiles, il avait changé d'un général important à juste une personne de plus dans la foule d'hommes que la société avait mis de côté et oublié. Mais Martin n'était pas comme les autres prisonniers. Son expérience dans l'armée, ses amitiés parmi les soldats et surtout son histoire, qui s'est rapidement répandue parmi les militaires, ont formé un réseau d'aide. Ce réseau a travaillé calmement et discrètement pour corriger l'injustice dont il était victime. Les colonels qui avaient travaillé avec lui, les généraux qui respectaient son histoire et les avocats militaires spécialisés dans les affaires de racisme se sont tous réunis dans une campagne organisée pour mettre en évidence les erreurs commises lors du procès de Martin. Ils voulaient qu'il obtienne la justice que le système civil ne lui avait pas rendue. Pendant son séjour en prison, Martin s'est imposé une routine stricte. Cette routine l'aidait à rester en bonne santé mentale et en forme pour ce qu'il savait qui allait se passer ensuite. Il se réveillait avant que son réveil ne sonne. Il passait 1 heure à faire des exercices qu'il avait perfectionnés au cours de nombreuses années d'entraînement militaire. Il faisait des pompes, des abdos, courait sur place et répétait lentement des mouvements de combat. Sa prison est devenue un lieu d'entraînement. Il entraînait non seulement son corps, mais aussi son esprit pour ce qu'il voulait faire à sa sortie. Les autres détenus avaient appris à le respecter et à le craindre dans la même mesure. Martin ne cherchait jamais la bagarre, mais quand quelqu'un le provoquait, il répondait rapidement et avec force. Ainsi, les gens ont commencé à parler beaucoup de ses talents de bagarreur, et la nouvelle s'est rapidement répandue parmi les détenus. Il n'avait pas besoin de se faire des amis. Sa réputation le protégeait. La discipline qu'il avait acquise dans l'armée l'aidait à se concentrer sur des objectifs bien plus importants que le simple fait de survivre au quotidien, comme la plupart des autres jeunes qui se trouvaient là. Pendant les longues nuits passées dans sa prison, Martin passait beaucoup de temps à réfléchir attentivement à ce qu'il ferait une fois libéré. Ce n'étaient pas des idées confuses de vengeance. C'étaient des plans bien définis. C'étaient des stratégies de guerre appliquées à des objectifs personnels. C'étaient des situations mûrement réfléchies, qui tenaient compte de toutes les possibilités et imprévus qui pouvaient se présenter. Il avait mémorisé les adresses de Thomas Morrison, Harris Thompson, Robert Chen et du juge Anderson. Il connaissait leurs habitudes, leurs horaires, leurs familles et leurs faiblesses. Martin avait changé la façon dont il avait appris à se battre dans l'armée. Il avait créé sa propre façon de se venger. La liberté arriva par un matin gris d'automne. David Walsh se présenta à la prison avec des papiers qui, pour Martin, signifiaient bien plus que la liberté. Il représentait le début d'une nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, il ne serait plus quelqu'un qui souffre des situations, mais quelqu'un qui crée sa propre justice. Le deuxième procès fut tout le contraire du premier. Des avocats militaires hautement compétents avaient mis en évidence des irrégularités procédurales, remis en question la conduite des policiers et présenté des preuves de discrimination raciale qui avaient été ignorées lors du procès initial. Lorsque Martin est sorti de prison en homme libre, il a emporté avec lui bien plus que ses maigres effets personnels. Il ressentait également une colère très forte. Cette colère s'était développée et amplifiée pendant les mois qu'il avait passés en isolement. Ma confiance dans le système judiciaire avait disparu. L'idée que la vérité finit toujours par triompher avait été remplacée par une vision plus froide. Les gens en étaient revenus à croire que la véritable justice ne pouvait être obtenue que par des actions directes et personnelles. Après 1 an d'isolement, le monde extérieur semblait à la fois familier et différent. Les couleurs semblaient plus vives et les sons plus forts. Cependant, Martin voyait tout différemment. Il voyait désormais des ennemis là où il ne voyait auparavant que des personnes. Il percevait également des faiblesses là où il voyait auparavant l'humanité normale. Il n'était plus le même homme qui était entré dans ce magasin avec le simple rêve d'acheter une voiture de sport. La situation était beaucoup plus risquée. C'était un soldat de profession. Il avait ses propres objectifs et aucune règle ne régissait ses actions. Martin décida qu'il allait se venger de manière méthodique et que cela se ferait petit à petit. Il commença par Thomas Morrison, le vendeur arrogant qui l'avait humilié et avait aggravé la situation. Thomas était la personne la plus vulnérable parmi celles qui ont contribué à sa chute. C'était un civil qui n'avait aucune formation en matière de sécurité. Il n'avait aucune protection policière et ne savait pas qu'il était la cible d'un homme doté de compétences dangereuses et d'une grande envie de se venger. Martin connaissait bien la maison de Thomas. Il savait où Thomas travaillait. Il connaissait également ses habitudes et ses
horaires. Mais Martin avait aussi appris à être patient pendant son séjour en prison. Il ne prendrait pas de décisions rapides ou émotionnelles, comme il l'avait fait ce triste jour-là dans le magasin de voitures. Désormais, chaque mouvement serait réfléchi, chaque action serait planifiée, chaque conséquence serait imaginée avant de se produire. Il passerait plusieurs semaines à observer ses victimes. Il étudierait leur comportement. Il découvrirait également les meilleurs moments pour attaquer, quand elles seraient les plus faibles et les moins préparées à se défendre. La première chose que Martin fit après sa libération fut de se rendre à la banque. Il y avait un compte spécial qu'il avait utilisé pendant ses années dans l'armée. L'argent qu'il avait économisé pour acheter la Dodge Challenger, soit le montant exact de la forte amende de $100 000, s'y trouvait toujours. Il était là, tel qu'il l'avait laissé, attendant son retour. Mais désormais, cet argent aurait une toute autre fonction. Il servirait à financer une campagne de vengeance qui ferait payer Thomas, Harris, Robert et le juge Anderson pour chaque jour de honte que Martin avait passé, pour chaque nuit de peur en prison et pour chaque instant où il avait été traité de manière inhumaine. Martin loua un petit appartement dans un quartier de la ville où les gens ne posaient pas de questions. Tout le monde y gardait ses secrets. Il se créa un endroit où il pouvait faire des plans et organiser ses activités sans attirer l'attention. Il acheta du matériel pour assurer sa sécurité. Il étudia les plans de la ville. Il constitua des dossiers contenant des informations sur chacune des personnes qu'il avait choisies comme cible. C'était comme planifier une mission militaire. Mais cette fois, ses objectifs concernaient sa vie personnelle. C'était lui qui fixait les règles. L'homme qui sortait de prison n'était plus Martin Rodriguez, le général admiré qui avait servi son pays avec dignité. C'était une personne beaucoup plus sombre et menaçante. Il était comme un fantôme, né de l'injustice, façonné par la colère et animé par le désir de vengeance. Cette volonté avait grandi pendant une année d'isolement et d'humiliation. Il avait appris que le système judiciaire n'était pas juste. La loi n'aidait que ceux qui avaient le pouvoir et des avantages. Il avait compris que la véritable justice ne pouvait être obtenue que par ceux qui étaient prêts à se battre pour elle. Martin Rodriguez était tout à fait prêt à le faire. Martin passa 3 semaines à observer Thomas Morrison avec l'attention minutieuse d'un chasseur qui étudie sa proie. Chaque matin, il se plaçait à des endroits stratégiques autour de la maison de Thomas. Parfois, il était au café du coin. D'autres fois, il était assis sur un banc dans le parc en train de lire le journal. Souvent, il restait dans une voiture de location. La voiture avait des vitres teintées et était garée à des endroits qui offraient une bonne vue, mais où personne ne la remarquait. Chaque jour, de nouveaux détails sur la vie de Thomas apparaissaient. Il révélait ses faiblesses et les moments où il était le plus vulnérable. Martin remarqua que le vendeur quittait son domicile tous les jours à 7h15. Il s'arrêtait au même café pour acheter un grand café et un muffin aux myrtilles. Il arrivait ensuite au travail à 8h pile. Ce qui surprit le plus Martin pendant ces semaines d'observation, c'est que Thomas semblait mener une vie normale. Pour Thomas, l'incident chez le concessionnaire semblait n'être qu'un petit problème qu'il avait déjà oublié. Thomas riait aux éclats avec ses amis au travail. Il plaisantait avec les clientes. Il conduisait sa propre voiture de sport, une Camaro jaune brillante, comme s'il était inébranlable. Il ne montrait aucune tristesse. Rien n'indiquait qu'il comprenait ce qu'il avait fait pour détruire la vie de Martin. Cette indifférence semblait accroître la colère de Martin. Cela le convainquait que Thomas devait assumer les conséquences de ses actes discriminatoires envers les autres. Tout en gardant un œil sur tout, Martin a également aperçu et appelé 3 anciens soldats qui avaient travaillé avec lui sur plusieurs missions au fil des ans. Marcus Williams est un expert qui travaille avec les villes. Il a quitté l'armée à cause d'une blessure au genou qu'il s'était faite lors d'une mission en Afghanistan. Tommy Rodriguez est un professionnel qui travaille dans le domaine de la démolition. Il avait du mal à s'adapter à la vie normale après avoir passé 4 périodes dans des zones de combat. David Chen est un spécialiste en communication. Il a eu des problèmes d'alcoolisme après avoir été témoin de choses horribles que l'armée a préféré cacher. Tous ont répondu à l'appel de Martin sans crainte. Ils étaient motivés par leur amitié, leur besoin d'argent et leur compréhension commune du fait que les règles du gouvernement n'aidaient pas les vétérans qui avaient tout donné pour leur pays. L'opération a été organisée avec beaucoup de soin, comme s'il s'agissait d'une mission militaire importante. Martin a tracé toutes les routes empruntées par Thomas. Il a repéré les caméras de sécurité dans le quartier. Martin a également observé les patrouilles de police dans le quartier. Il a calculé les meilleurs moments pour agir afin d'être le plus efficace possible, tout en réduisant les risques d'être vu. La stratégie était simple mais d'une efficacité redoutable. Thomas serait capturé un soir, alors qu'il rentrait chez lui après un rendez-vous galant. Martin avait découvert qu'il fréquentait un bar particulier le jeudi, où il essayait d'impressionner les femmes avec des histoires exagérées sur ses ventes de voitures de luxe. Le jeudi choisi, Thomas suivit son rituel exactement comme Martin l'avait prévu. Il quitta le bar à 23h15. Il était un peu ivre mais pouvait encore marcher. Il marcha jusqu'à sa Camaro jaune, garée dans une rue secondaire peu éclairée. Marcus et Tommy se tenaient à chaque extrémité de la rue. David écoutait les conversations
réaction de la police à l'aide d'une radio. Martin attendit que Thomas ouvre sa voiture, puis il s'approcha lentement par derrière. Martin utilisa une technique d'étranglement qu'il avait apprise lors d'un entraînement de combat. Il saisit Thomas avant qu'il ne puisse crier ou se débattre. Thomas fut placé dans une camionnette qui avait été louée spécialement pour cette mission. Martin et son équipe l'emmenèrent dans un hangar vide situé dans la zone industrielle de la ville. L'endroit avait été choisi avec soin. Il était suffisamment éloigné pour garantir une certaine intimité. Cependant, il est également facile d'accéder aux routes principales si vous devez partir rapidement. Pendant le trajet, Thomas s'est réveillé lentement. Il a ouvert les yeux avec peur en remarquant qu'il était ligoté et que ses yeux étaient bandés. Il ne pouvait pas voir qui étaient les hommes qui se trouvaient près de lui. Dans l'entrepôt, Martin a lentement retiré le bandeau des yeux de Thomas. Il voulait que les yeux de Thomas s'habituent à la faible lumière avant de lui montrer qui il était. La reconnaissance fut instantanée. Thomas se souvenait parfaitement de l'homme qu'il avait humilié chez le concessionnaire, le client qu'il avait traité comme de la merde à cause de préjugés raciaux profondément enracinés. À présent, les rôles étaient complètement inversés. Thomas était sans défense. Il avait besoin de la bonté d'un homme qu'il avait très maltraité. « Tu te souviens de moi, Thomas ?» demanda Martin. Il parlait calmement, mais sa voix avait une force qui semblait remplir l'air d'énergie. « Tu te souviens m'avoir dit que je n'avais même pas assez d'argent pour acheter un pneu? Tu te souviens m'avoir renvoyé comme si j'étais une ordure ?» Thomas essaya de parler, mais ses mots sortirent dans un sanglot. Il parlait avec peur et confusion. Il demandait de l'aide désespérément. Martin ne voulait pas d'explications ni d'excuses. Il avait passé un an en prison à penser à ce moment-là. Il avait planifié comment il ferait comprendre à Thomas l'humiliation et le désespoir qu'il avait ressenti ce jour-là dans le magasin de voitures. La punition serait juste par rapport au crime. Thomas serait battu jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Le but n'était pas de le blesser à vie, mais de lui faire ressentir la même peur et la même faiblesse que Martin avait ressenti lorsqu'il avait été traité violemment par la police. Marcus et Tommy ont très bien exécuté la punition physique. Ils ont donné des coups bien calculés qui ont causé une douleur intense et laissé des marques visibles, mais sans risque de tuer ou de handicaper quelqu'un à vie. Chaque coup était porté avec une grande précision. Ils étaient destinés à causer un maximum de souffrance physique et mentale. Thomas s'est évanoui plusieurs fois pendant le processus. Il a été ramené pour continuer à faire face aux conséquences de ses actes discriminatoires. Une fois la séance de passage à tabac terminée, Thomas a été laissé ligoter dans l'entrepôt tandis que l'équipe de Martin se rendait à son domicile dans la banlieue. La Camaro jaune que Thomas aimait tant était garée dans son allée. Elle brillait sous les lumières de sécurité de sa maison. Martin et ses complices ont soigneusement aspergé la voiture d'essence. Ils ont dessiné un motif qui garantirait que tout serait brûlé lorsque les flammes prendraient de l'ampleur. Le feu qui consumait la voiture était visible de loin, comme une lumière orange vif dans le ciel sombre. C'était un avertissement à tous ceux qui étaient impliqués avec Martin. Leurs actions avaient des conséquences, et celles-ci ne faisaient que commencer. Un agent de sécurité, qui effectuait sa ronde habituelle, a trouvé Thomas dans l'entrepôt le lendemain matin. Il est resté à l'hôpital pendant une semaine. Il avait de nombreuses blessures, 2 côtes cassées et un grave traumatisme émotionnel. Cela lui causera des cauchemars et des crises de panique pendant de nombreux mois. Lorsque la police lui a demandé qui étaient ses agresseurs, il a répondu qu'il ne se souvenait de rien. C'était un mensonge évident, mais il l'a dit par peur. Il pensait que dire la vérité pourrait avoir des conséquences encore pires. Martin a vu dans la presse locale les articles sur l'agression de Thomas. Il a ressenti une satisfaction glaciale qu'il n'avait pas éprouvée depuis son arrestation. La première dette était payée. La première injustice avait été réparée. Ce n'était que le début. Harris Thompson, Robert Chen et le juge Anderson étaient toujours sur la liste. Chacun d'entre eux aurait sa propre façon d'obtenir justice. Martin s'était prouvé qu'il pouvait atteindre n'importe qui, n'importe où, quand il le voulait. Il avait retrouvé son pouvoir et voulait l'utiliser pour changer le cours de sa vie. Il comptait se venger à chaque étape. Harris Thompson avait passé les 2 dernières semaines à ressentir de plus en plus de peur et de méfiance. Ce sentiment envahissait chaque instant de sa vie. Les maisons incendiées de Robert Chen et du juge Anderson, ainsi que l'agression violente de Thomas Morrison, constituaient des preuves évidentes que Martin Rodriguez était responsable d'un plan de vengeance bien organisé. Harris était certain, en tant que policier expérimenté, que son nom était le premier sur la liste des personnes que Martin voulait atteindre. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne doive faire face aux conséquences de ses actes lors de cette triste journée au magasin de voitures. La lettre qui est apparue dans votre boîte aux lettres lundi matin a prouvé
prouvait que vous aviez raison de vous inquiéter. C'était une enveloppe ordinaire, sans nom d'expéditeur, qui ne contenait qu'une feuille de papier. Sur cette feuille, un message était écrit en lettres majuscules. « Admettez que vous avez menti à mon sujet au tribunal, ou vous connaîtrez pire que de perdre votre maison dans un incendie. Vous avez 2 jours pour vous décider. La décision vous appartient, Harris. » Le message n'était pas signé, mais Harris ne doutait pas de son origine. Martin lui offrait la possibilité d'échapper à une sanction. Il voulait que vous avouiez avoir menti et déformé les faits pour protéger son travail. Cela avait coûté sa liberté à un homme innocent. Harris lut la lettre plusieurs fois. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il réfléchissait à la signification de chaque mot. Avouer signifierait mettre fin à sa propre carrière. Cela signifierait dire la vérité devant un tribunal. Il pourrait être accusé de crimes passibles d'emprisonnement. Cela signifierait être humilié devant les autres, perdre sa retraite et détruire la bonne image qu'il s'était forgée après 15 ans de service dans la police. Refuser d'avouer signifiait devoir faire face à la colère d'un homme qui avait déjà prouvé qu'il pouvait et voulait trouver n'importe qui, n'importe où, quand il le voulait. Nathanie regarda son mari pendant le dîner ce soir-là. Elle remarqua qu'il poussait la nourriture dans son assiette, mais ne mangeait pas. Ses yeux étaient rivés sur les fenêtres. On aurait dit qu'il s'attendait à voir quelque chose de sombre approcher dans la nuit. « Harris, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle calmement. Sa voix trahissait l'inquiétude d'une femme qui, après de nombreuses années de mariage, avait appris à reconnaître les signes de stress chez son mari. « Tu te comportes bizarrement depuis quelques jours. Est-ce que cela a un rapport avec cet homme, Martin Rodriguez ?» Harris regarda Nathanie et Sophia. Sophia, qui avait 12 ans, faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Elle ne se rendait pas compte des dangers qui entouraient sa famille. Il avait consacré sa carrière à protéger les gens honnêtes. Il voulait tenir les criminels éloignés des familles comme la sienne. Il se rendait compte que sa propre famille était en danger à cause de ses actions douteuses. Mais Harris était un homme fier, formé par de nombreuses années de travail dans la police. Il était habitué à être respecté et obéi. L'idée de se soumettre aux menaces d'un criminel lui était insupportable. Il considérait toujours Martin comme un criminel, malgré toutes les preuves démontrant que le jugement était erroné. Cela était inacceptable. « Je ne vais pas dire que j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait », déclara Harris à Robert Chen lorsqu'ils se retrouvèrent sur le parking du commissariat le lendemain matin. Martin Rodriguez est une personne qui a commis des actes de violence. Il a attaqué aussi bien des citoyens ordinaires que des policiers. Le fait qu'il terrorise aujourd'hui des innocents ne fait que confirmer que nous avons bien fait de l'arrêter. Robert secoua la tête nerveusement. Il semblait moins convaincu que son ami de la justesse de leur décision. Au cours des dernières semaines, Robert avait repensé à ce qui s'était passé ce jour-là. Il commençait à se demander s'il n'avait pas jugé Martin trop hâtivement. Il s'est demandé s'il avait accepté l'histoire de Thomas sans prêter suffisamment attention aux plaintes de discrimination raciale. Harris passa le reste de la journée à réfléchir à la manière de répondre aux menaces de Martin, d'une manière qui montre son expérience en tant que policier et sa formation en matière de tactique. Il n'était pas du genre à rester chez lui, comme Thomas Morrison, à attendre d'être arrêté et puni. Si Martin voulait se battre, Harris était prêt à le faire. Il choisit 4 policiers en qui il avait confiance. C'étaient des hommes qui avaient déjà travaillé avec lui dans des situations difficiles. Ils partageaient son opinion sur les criminels et la justice. Ils étaient prêts à enfreindre les règles si nécessaires pour se protéger les uns les autres et protéger leur famille. Le plan de Harris était audacieux et ne pouvait être modifié. Harris n'allait pas attendre que Martin vienne à lui. Il a décidé d'agir et de régler le problème de Martin Rodriguez une fois pour toutes. Ils allaient capturer Martin et l'emmener dans un endroit isolé en Afrique. Là-bas, des personnes liées à Harris dans le milieu du crime pourraient le garder emprisonné pendant longtemps. De cette façon, il se débarrasserait de Martin sans laisser de traces qui pourraient mener à un policier américain. C'était un plan qui nécessitait beaucoup d'argent et des amis peu recommandables. Mais Harris croyait que c'était le seul moyen de prendre soin de sa famille et de reprendre un peu le contrôle sur tout. Le piège était bien préparé dans le supermarché où Martin avait l'habitude de faire ses courses. C'était un endroit ouvert où personne ne se méfierait. Mais certaines parties du parking étaient isolées. Ainsi, l'action pouvait se dérouler rapidement et sans que personne ne voie rien. Harris et ses amis observèrent les habitudes de Martin pendant plusieurs jours. Ils ont trouvé le moment idéal où il était le plus vulnérable. C'était lorsqu'il sortait du supermarché avec des sacs remplis de courses. À ce moment-là, il était distrait et avait du mal à réagir rapidement en cas de danger. L'opération a commencé comme prévu. Martin a quitté le supermarché à 21h, un jeudi soir. Il portait 2
2 sacs remplis de courses pour son appartement. Harris et 2 de ses hommes l'ont abordé par derrière, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Il se déplaçait avec l'habileté silencieuse de personnes bien entraînées. Une cagoule noire a recouvert la tête de Martin avant qu'il n'ait pu bouger. Ses mains ont été rapidement attachées dans son dos. Il a ensuite été poussé dans le coffre d'une voiture sombre spécialement conçue pour transporter des prisonniers. Martin a traversé quelques instants de confusion, essayant de comprendre ce qui s'était passé. L'espace exigu du coffre, la sensation que la voiture était en mouvement et le sentiment d'avoir été pris, malgré toutes les précautions qu'il avait prises, ont suscité en lui un mélange de colère et d'admiration timide pour le courage de Harris. Mais Martin n'avait pas passé 20 ans dans l'armée sans acquérir des compétences de survie bien supérieures à celles que pouvaient imaginer les policiers civils. Au cours de la première heure du voyage, Martin s'efforça de détacher les cordes qui lui liaient les mains. Il utilisa des techniques d'évasion apprises lors d'un entraînement à la résistance aux interrogatoires. Ses mains étaient plus petites que la normale en raison de sa génétique. C'était un inconvénient quand il était enfant, mais c'était maintenant un avantage très important. Lentement et calmement, il réussit à libérer une main des cordes. Puis, il libéra l'autre main. Il put ainsi utiliser à nouveau ses bras sans faire de bruit qui aurait pu alerter ses ravisseurs. Le moment crucial est arrivé lorsque la voiture s'est arrêtée à une station-service pour faire le plein. Martin a entendu des voix à l'extérieur. Il a entendu le bruit d'une pompe à essence en marche. Il a également entendu des pas s'éloigner en direction du magasin. C'était sa chance. Il retira sa cagoule sans faire de bruit. Il trouva le levier qui ouvrait le coffre et réfléchit attentivement à la manière dont il allait s'échapper, comme s'il s'agissait d'une mission. Lorsqu'il ouvrit le coffre et sauta à l'extérieur, Martin était prêt à courir plus vite et plus loin que ses ravisseurs ne pouvaient l'imaginer. La sortie de la forêt voisine fut une course effrénée vers un endroit inconnu. Tout était sombre. Martin utilisa toutes ses compétences de survie et d'orientation acquises lors de ses missions. Il se déplaçait prudemment à travers la végétation dense. Il utilisait les étoiles pour s'orienter. Il évitait les chemins faciles que ses poursuivants pourraient prévoir. Après avoir couru pendant 2 heures sans s'arrêter, il est arrivé sur une route éloignée. Il a réussi à arrêter un camionneur. Le chauffeur a cru à l'histoire que Martin a inventée, selon laquelle il avait été volé et abandonné dans la forêt. Martin Rodriguez est arrivé à son appartement tôt le matin. Il était très différent à l'intérieur. Son esprit avait changé d'une manière qui allait au-delà de l'émotion d'avoir réussi à s'échapper. La tentative d'enlèvement avait franchi une ligne rouge. Harris Thompson avait tenté non seulement de le faire taire, mais aussi de le faire disparaître à jamais. Il voulait l'envoyer loin, là où personne ne le trouverait. Il fallait réagir de manière appropriée, et Martin savait exactement comment. Il n'y aurait plus d'avertissement. Il n'y aurait plus non plus de chance de se confesser ou de se racheter. Harris Thompson avait choisi la guerre totale. Martin était plus que prêt à lui offrir cela. Au cours des 24 heures qui suivirent, Martin travailla avec le même dévouement que celui dont il faisait preuve lors des missions militaires les plus importantes. Il ne parla pas seulement aux 3 anciens soldats qui avaient aidé Thomas Morrison. Il rechercha également 10 autres spécialistes des missions spéciales. Ces hommes avaient travaillé dans des groupes d'élite et savaient mener des infiltrations, des retraites et des missions dans des endroits dangereux. Chacun d'entre eux avait une dette personnelle envers Martin. Certains avaient déjà eu des problèmes avec le système. D'autres respectaient beaucoup Martin et obéissaient à ses ordres sans trop se soucier de la moralité de la tâche. La réunion s'est tenue dans un hangar vide dans la banlieue industrielle. C'était le même endroit où Thomas avait appris les conséquences de ses actes discriminatoires. Martin a présenté ses plans très clairement, comme s'il s'agissait d'un rapport militaire. Il a utilisé des cartes bien faites, des photos prises d'en haut et des horaires soigneusement organisés. Chaque membre de l'équipe aurait une tâche spécifique. Chaque situation possible avait été pensée et planifiée. Chaque issue de secours avait été dessinée et testée. Ce ne serait pas une action précipitée et motivée par la colère. Ce serait une preuve d'habileté qui montrerait à Harris avec qui il avait décidé de s'associer. Martin passa des semaines à étudier les familles de Harris. Il identifia les moments où Harris était le plus faible et ne pouvait pas appeler la police à l'aide. Harris emmenait Nathanie et Sophia au Riverside Park tous les dimanches matins. C'était une tradition familiale. Cela avait commencé quand Sophia était petite. Cette promenade était l'un des rares moments de la semaine où Harris pouvait oublier un peu les difficultés de son travail. Le parc était loin de tout afin qu'il n'y ait personne aux alentours, mais en même temps, il y avait suffisamment de monde pour que l'enlèvement de Harris ressemble à un enlèvement ordinaire et non à une opération militaire planifiée. Le dimanche choisi, Harris fit tout comme d'habitude. Il suivit la routine prévue par Martin. Il arriva au parc à 10 heures
du matin avec Nathanie et Sophia. Ils s'installèrent sur l'herbe près de l'aire de jeu. Sophia pouvait jouer pendant que ses parents se reposaient dans le calme de la matinée. Harris était plus détendu que ces derniers jours. Il pensait que l'échec de l'enlèvement de Martin signifiait que Martin avait renoncé à se venger. Il croyait également que Martin avait peut-être quitté la ville pour éviter des problèmes avec la police. 5 voitures noires sont arrivées en même temps de différents côtés. Elles se sont rendues au parc avec une organisation qui semblait bien planifiée. Chaque véhicule comptait 2 opérateurs bien entraînés. Ils portaient des vêtements sombres et des masques qui empêchaient de les identifier. L'opération fut menée si rapidement et si bien que Harris n'eut pas le temps de réagir ou d'appeler à l'aide. En moins de 60 secondes, il fut encerclé et arrêté. On le fit ensuite monter dans l'un des fourgons. Nathanie et Sophia assistèrent à la scène avec effroi, mais elles ne furent pas touchées. Nathanie s'est agenouillée dans l'herbe. Elle a serré Sophia très fort dans ses bras et a crié désespérée « S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma famille. Nous n'avons rien fait. Prenez tout ce que vous voulez, mais ne nous faites pas de mal. » Sa voix tremblait de peur. Elle a soudainement réalisé que sa vie de famille, qui était si paisible, venait de s'écrouler en quelques secondes. Tout cela était dû à des choses qu'elle ne comprenait pas et sur lesquelles elle n'avait aucun contrôle. L'une des personnes masquées s'approcha de Nathanie. Sa voix était un peu étouffée, mais calme. Elle dit « Nous voulons seulement lui. Vous ne serez pas blessés si vous n'essayez pas de nous suivre ou de nous reconnaître. Restez ici pendant une demi-heure avant d'appeler quelqu'un. » Ces mots ont été prononcés avec une fermeté qui ne souffrait aucune discussion. Ils indiquaient clairement que le fait de ne pas obéir aux ordres entraînerait des problèmes que personne ne voulait affronter. Harris a été emmené dans une voiture spécialement conçue pour transporter des prisonniers très dangereux. Ses mains et ses pieds étaient attachés avec des cordes difficiles à détacher, avec des méthodes d'évasion courantes. Pendant le trajet, il subit diverses humiliations, tout comme Martin avait souffert pendant sa détention. Il était traité comme un objet et non comme une personne. Ses ravisseurs parlaient de lui comme s'il n'était qu'un fardeau ennuyeux et non une personne avec une famille et des rêves. Le voyage dura 3 jours. Avec des arrêts dans des endroits sûrs où Harris fut transféré dans différents véhicules afin d'éviter d'être suivi. Martin a élaboré un plan qui traversait plusieurs frontières d'État. Il a emprunté des chemins de terre et utilisé des liaisons téléphoniques qui rendaient la tâche très difficile aux autorités. À chaque fois qu'on l'emmenait ailleurs, Harris devait accepter le fait qu'il se rendait peut-être dans un endroit d'où il ne reviendrait jamais. Il n'avait pas réalisé à quel point Martin Rodriguez était capable et déterminé. La destination finale était un endroit reculé dans les montagnes canadiennes. Il s'agissait d'une propriété isolée que Martin avait achetée avec l'aide d'autres personnes pendant qu'il planifiait sa campagne de vengeance. L'endroit avait été soigneusement choisi car il était difficile à trouver. Il est loin de toute ville et idéal pour s'isoler pendant longtemps. Harris allait y rester indéfiniment. Il ne serait pas un prisonnier qui serait un jour libéré. Il serait un homme qui aurait tout simplement disparu du monde normal. L'endroit était simple mais fonctionnel. C'était une cabane en bois solide, équipée de mesures de sécurité empêchant toute évasion. Elle était entourée de plusieurs hectares de forêt, où toute tentative de fuite aurait presque toujours conduit à la mort par manque d'abri. Harris fut placé dans une cellule spécialement conçue pour lui. Cet endroit offrait le strict minimum pour survivre, mais n'avait ni confort ni dignité. Martin rendit visite à Harris une seule fois avant de retourner aux États-Unis. Il retira le bandeau qui lui couvrait les yeux afin de bien voir le visage de l'homme qui lui avait causé tant de tort. « Vous avez essayé de m'envoyer en Afrique pour que je disparaisse à jamais », a déclaré Martin d'une voix qui trahissait une satisfaction glaciale presque palpable. « Maintenant, vous allez vivre exactement ce que vous aviez prévu pour moi. La différence, c'est que vous avez mérité ce sort à cause de vos mensonges et de votre corruption. Moi, en revanche, j'étais innocent des accusations que vous aviez inventées contre moi. » Harris a tenté de discuter. Il a essayé de conclure un accord. Il a cherché tout ce qui pourrait susciter la compassion de Martin. Martin avait longuement réfléchi à ce moment. Il avait beaucoup souffert à cause du système dont Harris faisait partie. C'est pourquoi il ne se laisserait pas attendrir par des demandes d'aide qui semblaient si urgentes. Il quitta la cabane sans se retourner. Il savait que Harris Thompson avait reçu la justice qu'il méritait. Il savait également que l'une des dettes les plus importantes qu'il avait à régler était enfin payée. Le retour de Martin aux États-Unis lui donna le sentiment que tout était fini. Il n'avait pas ressenti cela depuis cette mauvaise journée au magasin de voitures. Harris Thompson avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui un mystère que la police ne pourrait jamais résoudre. Mais le plus important était que Martin s'était prouvé qu'il pouvait trouver
sauver n'importe qui, peu importe à quel point cette personne se croyait en sécurité. Nathanie Thompson passa 3 mois dans un état émotionnel confus. Ce moment semblait interminable et dénué de sens. La police mena plusieurs enquêtes sur la disparition de Harris. Ils interrogèrent tous les suspects qu'ils connaissaient. Ils analysèrent des preuves qui ne menèrent à rien. Ils ont également suivi des pistes qui disparaissaient avant de révéler des informations importantes. Pour les personnes extérieures, Harris Thompson n'était qu'un policier qui avait mystérieusement disparu. Il avait peut-être été enlevé par un criminel qui voulait se venger. Pour Nathanie, tout s'est effondré. Elle avait l'impression que tout ce qui faisait d'elle une épouse, une mère et une membre d'une famille de policiers respectés avait disparu. Les factures ont commencé à s'accumuler rapidement après que le salaire de Harris a cessé d'arriver. L'hypothèque de la maison, les paiements pour la voiture, les frais de scolarité de Sophia et les dépenses de santé, toutes ces factures qui étaient facilement payées par le revenu fixe de Harris sont désormais devenues des problèmes trop importants pour une femme qui a passé 15 ans à s'occuper de la maison. Nathanie chercha un emploi, mais elle se rendit compte que ses compétences étaient obsolètes. Les employeurs n'étaient pas disposés à embaucher quelqu'un qui avait un grand vide dans son CV. Sophia, qui a maintenant 13 ans, essayait de comprendre pourquoi son père avait disparu de leur vie sans donner d'explication, ni dire au revoir. Elle faisait des cauchemars récurrents sur cette journée au parc. Elle se réveillait en pleurant plusieurs nuits par semaine. Elle demandait à Nathanie quand son père allait rentrer à la maison. Les questions simples de la petite fille faisaient très mal au cœur de Nathanie. Elle n'avait pas de réponse à lui donner. Elle ne pouvait pas expliquer ce dont l'enfant avait besoin pour se sentir en sécurité et tranquille. Un jeudi très difficile, Nathanie était assise à la table de la cuisine. Elle était entourée de piles de factures impayées et de rappels de paiement. Soudain, la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et vit un homme noir d'une quarantaine d'années. Il était bien habillé, mais sans excès. Ses yeux étaient gentils et semblaient montrer qu'il avait vécu beaucoup de choses importantes. Il se présenta sous le nom de Martin Rodriguez. Il dit avoir appris la situation difficile de la famille par des membres de la communauté. Il voulait aider financièrement la famille dans cette période difficile. Nathanie regarda Martin. Elle ressentit un mélange de gratitude et de méfiance. L'aide de personnes inconnues était souvent assortie de conditions. Elle avait appris à se méfier des intentions bienveillantes. Mais il y avait quelque chose de sincèrement compatissant dans la façon dont Martin parlait. Une sincérité dans ses yeux qui semblait authentique. Quand il lui a raconté qu'il avait perdu sa famille dans des circonstances très tristes et qu'il savait combien il était difficile de traverser des problèmes financiers et émotionnels seul, Nathanie a ressenti un lien fort avec quelqu'un qui comprenait vraiment sa douleur. Martin ne lui a pas dit qui il était vraiment ni quel était son lien avec la disparition de Harris. Il s'était créé une image d'ancien soldat. Cet homme avait connu ses propres pertes et injustices. Il avait appris l'importance d'aider les personnes dans le besoin. Ses visites ont commencé par des aides financières, des enveloppes discrètes contenant suffisamment d'argent pour payer l'hypothèque, des provisions pour le réfrigérateur, de l'argent pour les vêtements scolaires de Sophia. Mais peu à peu, ces visites se sont transformées en conversations plus longues, en moments de connexion humaine que tous deux ont commencé à apprécier au-delà du besoin pratique. Nathanie a réalisé que Martin était quelqu'un qui savait très bien écouter. Il la laissait parler de ses tristesses et de ses peurs sans la juger, ni essayer de minimiser sa souffrance. Il lui posait des questions qui l'aidaient à comprendre ses sentiments. Il avait beaucoup de patience pour écouter les mêmes préoccupations à plusieurs reprises. Il ne semblait jamais fatigué ni irrité. Pour une femme qui se sentait très seule et abandonnée, la présence constante de Martin a commencé à être un soutien au milieu de tant de sentiments confus. Sophia s'est d'abord montrée prudente avec Martin, se protégeant émotionnellement contre le risque de s'attacher à une autre figure paternelle qui pourrait disparaître de sa vie. Mais Martin a fait preuve d'une patience incroyable avec la petite fille. Il n'a jamais essayé de forcer une amitié ou de remplacer les souvenirs qu'elle avait de son père. Au contraire, il a laissé Sophia contrôler le déroulement de leur relation. Il l'aidait à faire ses devoirs quand elle en avait besoin. Il écoutait ses préoccupations concernant l'école quand elle voulait en parler. Il était toujours là pour elle, d'une manière constante et fiable. 6 mois après la première visite de Martin, Nathanie a remarqué qu'elle attendait ses visites avec plus d'impatience. Ce n'était pas seulement à cause de l'aide financière. Elle commençait à soigner son apparence les jours où elle s'attendait à le voir, à préparer du café supplémentaire dans l'espoir qu'il reste pour discuter plus longtemps. Ils se rapprochaient de plus en plus. Ils trouvèrent du réconfort dans leur conversation sur la perte, le dépassement de soi et la difficulté de reconstruire sa vie après que tout ce que l'on connaissait a été détruit. Martin vivait ses propres problèmes
problèmes émotionnels pendant cette période. Chaque fois que j'allais chez Nathalie, cela me rappelait douloureusement la famille que j'avais détruite. Chaque sourire de Sofia me faisait me sentir très coupable d'avoir laissé cet enfant sans père. Mais en même temps, Martin trouvait auprès d'elle une tranquillité qu'il n'avait pas connue depuis avant son incarcération. Nathalie ne connaissait pas sa véritable identité. C'est pourquoi, lorsqu'elle le regardait, elle ne voyait que Martin. Elle ne voyait pas le général qui avait perdu le contrôle. Elle ne voyait pas non plus le prisonnier qui avait subi de nombreuses injustices. Elle ne voyait pas non plus l'auteur d'un plan de vengeance complexe. Elle ne voyait qu'un homme bon qui était apparu au moment où elle avait le plus besoin d'aide. Le premier baiser eut lieu par une froide nuit d'hiver. Martin aidait Nathalie à installer un sapin de Noël pour Sofia. Ils travaillèrent ensemble pendant longtemps. Leurs mains se touchèrent parfois tandis qu'ils arrangeaient les décorations. Cela les a rapprochés grâce à ces petits moments passés ensemble. Quand ils se sont arrêtés pour regarder ce qu'ils avaient fait, Nathalie s'est tournée vers Martin pour le remercier et l'a regardé droit dans les yeux. Le temps a passé entre eux comme un pont. Ils savaient tous les deux qu'en traversant ce pont, leur relation allait beaucoup changer. Martin savait qu'embrasser Nathalie serait franchir une limite sans retour. Des mois de solitude et le rapprochement d'une femme qui était devenue vraiment spéciale pour lui avaient fait naître en lui un désir qu'il ne pouvait contrôler. Lorsque leurs lèvres se touchèrent, ce fut avec une tendresse qui les surprit tous les deux. Ce n'était pas la passion désespérée de personnes seules qui s'unissaient. C'était quelque chose de plus profond et de plus compliqué. C'était un lien qui s'était développé lentement, avec confiance et ouverture entre eux. Nathalie s'est éloignée du baiser, les larmes aux yeux. Elle n'était pas triste. Elle était confuse quant aux sentiments compliqués qu'elle éprouvait. Elle aimait toujours Harris. Elle espérait toujours qu'il rentrerait à la maison d'une manière ou d'une autre. Cependant, elle ne pouvait pas non plus nier la véritable amitié qu'elle avait nouée avec Martin. Est-il possible d'aimer deux personnes en même temps? Était-il possible de commencer une nouvelle vie tout en étant triste pour une ancienne vie qui s'était terminée sans être achevée? Martin prit son visage entre ses mains avec douceur et lui dit simplement « Nous n'avons pas besoin de décider cela maintenant. Nous pouvons laisser les choses se faire naturellement. » 2 ans s'étaient déjà écoulés depuis que Martin Rodriguez avait frappé à la porte de Nathalie Thompson. Le changement dans leur vie s'était produit lentement, mais il était très important. Ce qui avait commencé comme une aide financière dans un moment difficile s'était transformé en quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu. C'était devenu un véritable partenariat, où la confiance régnait entre eux. Ils s'étaient ouverts l'un à l'autre et avaient commencé à éprouver de l'affection. Cela s'était produit grâce à de nombreux petits moments de proximité et d'attention. Martin avait emménagé chez elle 6 mois auparavant. Ce changement s'est fait naturellement. Lui et une autre personne en avaient discuté et l'avaient soigneusement planifié pendant plusieurs semaines, car ils savaient que s'engager de manière permanente était une décision sérieuse. Le mariage fut une cérémonie simple. Il eut lieu dans le jardin derrière la maison. Quelques amis proches et des membres de la famille étaient des présents pour assister à l'union de 2 personnes qui avaient trouvé l'amour de manière inattendue après avoir traversé des moments difficiles dans leur vie. Nathalie portait une robe bleu clair. La robe était simple mais très jolie. Martin avait choisi cette robe parce qu'elle faisait ressortir les yeux de Nathalie. Martin portait le seul costume qu'il possédait. C'était le même costume qu'il avait porté au procès, mais il avait désormais une signification différente. Sofia, qui a maintenant 15 ans, était demoiselle d'honneur. Avant, elle était prudente, mais maintenant elle éprouve une véritable affection pour l'homme qui est devenu la figure paternelle la plus forte et la plus aimante qu'elle ait jamais connue. Alors qu'ils prononçaient leurs vœux, Martin a expliqué comment Nathalie lui avait appris qu'il était possible de recommencer sa vie après une grande perte. Il a dit qu'elle lui avait montré que l'amour pouvait naître dans des endroits qui semblaient sans espoir. Ses mots étaient sincères et pleins d'émotion, mais ils portaient aussi le poids de secrets qu'il savait ne jamais pouvoir révéler. Nathalie a raconté comment Martin était apparu dans sa vie alors qu'elle avait besoin d'espoir. Il lui avait montré qu'il existait des hommes vrais, des hommes qui tiennent leurs promesses, qui font passer leur famille avant leurs désirs personnels, qui montrent leur amour par des actes et pas seulement par des mots vides de sens. La nouvelle que Nathalie était enceinte est arrivée 4 mois après son mariage. C'était un matin de printemps. Elle s'est réveillée avec des nausées. Au début, elle a pensé que c'était à cause de quelque chose qu'elle avait mangé la veille. Lorsque le test de grossesse s'est révélé positif, elle s'est assise sur le bord du lit et est restée là pendant de longues minutes à réfléchir à ce que cela signifiait. À 38 ans, elle avait déjà compris qu'elle n'aurait plus d'enfant. Elle pensait que Sofia serait sa seule fille. L'idée de tout recommencer avec un bébé était à la fois effrayante et très excitante. Martin apprit la nouvelle et ressentit un mélange de joie intense et de grande culpabilité. Cette culpabilité le fit se sentir très mal émotionnellement. D'un côté, l'idée d'avoir un enfant avec Nathalie représentait tout ce qu'il avait perdu lorsque sa vie avait basculé ce jour-là dans le magasin de voitures. Cela incluait sa famille, son avenir, sa continuité et son héritage. D'un autre côté, chaque instant de joie qu'il
qu'il ressentait était gâché par le souvenir que son bonheur se construisait sur la destruction de la vraie famille de Nathanie. Elle vivait un énorme mensonge qui, s'il était découvert, détruirait sa vie et celle d'une femme qu'il avait vraiment appris à aimer. La grossesse de Nathanie était suivie de près en raison de son âge, mais tout s'est bien passé, sans problème sérieux. Martin était toujours présent à toutes les consultations médicales. Il se souvenait de chaque étape du développement du bébé. De plus, il préparait la chambre du bébé avec tant d'attention qu'il semblait très préoccupé par cela. Il avait beaucoup perdu dans sa vie. C'est pourquoi il était déterminé à ne pas laisser passer un seul instant de cette expérience de paternité. Chaque échographie révélait quelque chose de nouveau. Chaque mouvement du bébé dans le ventre de Nathanie était une surprise. Il pensait qu'il ne vivrait jamais cela. Sophia aidait avec beaucoup d'enthousiasme à préparer l'arrivée du bébé. Elle était impatiente de devenir grande sœur. Elle était également heureuse de voir sa mère sourire vraiment pour la première fois depuis la disparition de Harris. La jeune fille avait commencé à voir Martin non pas comme le remplaçant de son vrai père, mais comme quelqu'un de différent. Il avait ramené la stabilité et le bonheur dans leur foyer. Elle appelait désormais Martin « papa », tout naturellement. Il n'y avait plus l'hésitation qui était apparue au cours des premiers mois où ils avaient vécu ensemble. Gabriel Rodriguez est né un soir d'automne après 12 heures de travail. Cette épreuve avait épuisé Martin émotionnellement plus que toutes les missions militaires qu'il avait vécues. Lorsque le médecin lui a remis son fils, Martin a vu son petit visage magnifique. Il a senti quelque chose de très important changer au plus profond de son âme. Ce bébé était plus que la simple continuation de la famille. Il était une chance de changer. C'était une occasion d'être un meilleur père que le sien. Il voulait faire quelque chose de bien et de vrai à partir des choix difficiles qu'il avait déjà faits. Nathanie vit Martin tenir Gabriel dans ses bras avec un regard plein d'affection. Cela confirma tout ce qu'elle pensait de sa personnalité. Voici un homme qui avait traversé des moments difficiles dans sa vie. Il ne parlait pas beaucoup de son passage dans l'armée, ni de la famille qu'il avait perdue. Cependant, il était ressorti de ses expériences avec plus d'amour et de compassion. Elle ne lui posait pas de questions sur les silences qu'il observait parfois. Il y avait des moments où il semblait repenser à des souvenirs qu'il ne voulait pas raconter. Tout le monde avait des cicatrices. Martin montrait par son attitude que ses secrets ne constituaient pas une menace pour elle ou pour les enfants.